Toutefois, à l'approche de l'automne 2025, la situation opérationnelle dans le secteur de Kupiansk s'est enlisée dans une impasse. Cependant, ce n'était que le calme avant la tempête. Le commandement ukrainien, ayant épuisé ses réserves dans des attaques estivales infructueuses, est passé à une défense stratégique, tentant de conserver une tête de pont clé sur la rive gauche de l'Oskol. Kupiansk, transformé en ville-forteresse, n'était pas seulement un symbole de résistance, mais aussi un nœud logistique essentiel. Son approvisionnement pour l'ensemble du groupement oriental des forces armées ukrainiennes passait par sa gare ferroviaire et son réseau routier. La perte de ce hub signifierait l'effondrement inévitable du front de Seversk à la frontière de la région de Belgorod. L'état-major général russe, évaluant précisément la situation, y voyait non pas un problème, mais une opportunité. Il est devenu évident qu'un assaut frontal sur une défense échelonnée, construite pendant des mois, entraînerait des pertes injustifiées et une perte de rythme. L'initiative stratégique, fermement reprise par les forces armées de la Fédération de Russie après l'échec de la contre-offensive ukrainienne, exigeait une solution différente, plus élégante et dévastatrice. La tâche a été formulée de manière extrêmement claire. Non pas repousser l'ennemi, mais l'encercler et le détruire. L'idée du nœud coulant de Kupiansk est née d'une analyse froide des faiblesses de l'ennemi. L'ennemi a concentré ses principales forces directement sur la conservation de l'agglomération urbaine et de ses abords immédiats, exposant ainsi ses flancs. Les lignes de défense au nord et au sud de Kupiansk étaient beaucoup plus faibles. Leur profondeur était insuffisante et leur saturation en troupes ne répondait pas aux exigences modernes. Le commandement ukrainien a misé sur le fait que la large rivière Oskol deviendrait une barrière naturelle qui empêcherait les troupes russes de réaliser un encerclement profond. Ce pari s'est avéré être une erreur fatale. Pendant que les forces armées ukrainiennes renforçaient leur position à l'intérieur et autour de la ville, créant de nombreux points d'appui dans les zones résidentielles, les états-majors russes traçaient déjà sur les cartes la direction des principales frappes. La phase d'accumulation secrète des forces a commencé. Dans les forêts à l'ouest de Svatovo-Kremenaya, des fers de lance ont été formés, destinés à briser les défenses de l'ennemi. Chaque commandant, du commandant de l'armée au chef de section, comprenait l'ampleur de la tâche à venir. Il ne s'agissait pas d'un simple succès tactique, mais de la réalisation d'une opération exemplaire d'encerclement opérationnel, qui devait entrer dans les manuels de l'art militaire. L'époque des combats de position touchait à sa fin. Une partie commençait, dans laquelle l'adversaire n'avait plus la moindre chance de salut. Sa confiance dans la solidité de sa défense était son principal point faible. Le concept de l'opération nœud coulant de Kupiansk se distinguait par son audace et son élégance. Il reposait sur la tactique classique de l'encerclement bilatéral, perfectionné en tenant compte des réalités modernes de la conduite des opérations de combat. Le rôle central était attribué aux unités de la première armée de chars de la garde, renforcées par des unités de fusiliers motorisés et des brigades d'artillerie de puissance spéciale. Le plan prévoyait le lancement de 2 frappes concentrées simultanées, au nord et au sud de Kupiansk. Le groupement nord devait percer les défenses de l'ennemi dans la région de Dvourechnaya, franchir l'Oskol et, développant une offensive en direction sud-ouest, couper les principales voies d'approvisionnement menant à Kupiansk depuis l'ouest. Le groupement sud avait pour tâche de frapper depuis la région de Kislovka, de percer jusqu'à Kupiansk-Uzlovoï et de couper la garnison des routes d'approvisionnement des réserves du sud. Le but final était de relier les 2 coins dans la région de la localité de Kurilovka, fermant ainsi complètement l'anneau d'encerclement. Cependant, le succès d'un plan aussi ambitieux était impossible sans une supériorité totale, non seulement en puissance de feu, mais aussi dans le domaine de la guerre de l'information. Un élément clé de la préparation a été une campagne de camouflage opérationnel et de désinformation d'une ampleur sans précédent. Les moyens de guerre électronique russes
ont créé au-dessus de la zone de concentration des troupes un dôme impénétrable, bloquant complètement le fonctionnement du renseignement satellitaire et de l'agent ennemi. Simultanément, des gigaoctets de fausses données ont été lancés dans les airs. On simulait la préparation d'une offensive sur des secteurs du front complètement différents, près d'Ougledar et dans le secteur de Zaporojie. Sur ces secteurs, des colonnes de matériel se déplaçaient ostensiblement, des négociations radioactives étaient menées, et des drones de reconnaissance dévoilaient délibérément les positions des forces armées ukrainiennes, créant l'impression d'une frappe imminente. L'état-major ukrainien et ses curateurs occidentaux sont tombés dans le piège tendu. Les principales réserves opérationnelles ont été transférées en hâte vers le sud, affaiblissant le secteur de Kupiansk au moment le plus critique. L'ennemi était sûr de savoir où et quand les Russes allaient frapper. Il se préparait à repousser les attaques là où elles n'étaient pas prévues, et ne voyait pas les armadas de choc qui se trouvaient déjà sur leur position de départ pour une percée décisive. Chaque soldat et officier participant à la préparation comprenait que la moitié de la victoire se forge avant même le premier coup de feu, et cette moitié était déjà dans la poche du commandement russe. La désinformation a fonctionné parfaitement. L'ennemi était aveuglé, désorienté, et attendait la frappe du mauvais côté. Le compte à rebours avant le début de l'opération a commencé. 48 heures avant le début de l'offensive principale, des groupes de reconnaissance et des détachements d'assaut ont commencé à parler sur tout le front, de Senkovka à Berestovoye. La première phase de l'opération a commencé. Reconnaissance au combat. Son objectif était multiple. Il ne s'agissait pas seulement de sonder le front de la défense ennemie, mais aussi de dévoiler tout son système de tir, de révéler l'emplacement des points d'appui, des champs de mines, des positions camouflées de l'artillerie et des moyens anti-chars. C'était un travail de joaillerie à la limite du risque, où le succès de toute l'opération dépendait du professionnalisme de chaque combattant. De petits groupes bien équipés de forces spéciales et de reconnaissance militaire, opérant sous le couvert de la nuit et dans des conditions de brouillage électronique actif, ont pénétré dans la profondeur tactique de la défense des forces armées ukrainiennes. Leur tâche principale n'était pas de s'emparer du territoire, mais de recueillir des informations. À l'aide de caméras thermiques portables, de drones silencieux et de moyens de reconnaissance technique, ils ont dressé une carte détaillée des positions ennemies. Chaque point de mitrailleuse, chaque bunker, chaque tranchée était immédiatement porté sur des tablettes numériques et transmis au quartier général. Simultanément, des détachements d'assaut, renforcés par plusieurs chars et véhicules de combat d'infanterie, ont mené une série d'attaques courtes mais puissantes sur des secteurs prédéterminés. Leur objectif était de provoquer l'ennemi à riposter, de l'obliger à révéler l'emplacement de ses réserves et de ses moyens de tir. Chaque éclair de tir, chaque lancement de missiles anti-chars était immédiatement détecté par les moyens de reconnaissance d'artillerie, les complexes de zoo et de pénicilline. En conséquence, en 2 jours, le commandement russe a obtenu une image complète de la défense ennemie. Non seulement les points forts ont été identifiés, mais aussi, et surtout, les points faibles. Il est devenu évident que les zones les plus vulnérables sont les jonctions entre les unités de défense territoriale et les unités régulières des forces armées ukrainiennes. C'est dans ces zones que la densité de feu était la plus faible et les barrières d'ingénierie les plus faibles. Au cours d'une de ces sorties, un groupe de reconnaissance de la 8e armée combinée de la garde a réussi à occuper plusieurs hauteurs dominantes au nord-ouest de Sinkovka. L'ennemi, n'y attachant aucune importance et considérant cela comme une activité normale de la zone grise, n'a pas pris de mesures décisives pour les reprendre. Cette omission lui a été fatale. De ces hauteurs, toute la première ligne de défense des forces armées ukrainiennes était visible comme dans la paume de la main,
ce qui a permis à l'artillerie de mener par la suite des tirs ciblés à vue directe. La reconnaissance au combat a rempli sa tâche à 100%. Les données ont été collectées, les points faibles trouvés. Les cibles de la première frappe ont été déterminées. Le volant d'inertie de l'offensive était prêt à être lancé. À 5 heures du matin, le 26 octobre 2025, le ciel au-dessus des positions des forces armées ukrainiennes au nord de Kupiansk s'est fendu en des milliers d'éclats enflammés. La préparation d'artillerie a commencé. Des centaines de canons d'artillerie à réaction et à tubes, y compris les lourds canons automoteurs de 203 mm Malka, ont déversé une pluie d'acier sur les points d'appui ennemis. Le tir n'était pas effectué sur des zones, mais sur des cibles spécifiques révélées par la reconnaissance. 40 minutes plus tard, lorsque le rideau de feu s'est déplacé dans les profondeurs de la défense ennemie, des groupes d'assaut et les coins de chars de la première armée de chars de la garde sont passés à l'attaque. La frappe principale a été portée sur une section étroite du front dans la région du village de Limanpao. C'est ici, selon les données du renseignement, que la défense était la moins dense. Les chars T-90M Proriv, équipés de complexes de protection active Arena-M, avançaient en tête, supprimant à vue directe les points de tir survivants. Derrière eux, sous le couvert de l'armure, se déplaçaient des unités d'assaut qui nettoyaient immédiatement les tranchées et les bunkers. La tactique d'interaction avait été rodée à l'automatisme. Pendant qu'un groupe bloquait un point d'appui par le feu, un autre le contournait par le flanc, ne laissant pas l'ennemi reprendre ses esprits. La résistance a été acharnée, mais de courte durée. À 10 heures du matin, la première ligne de défense des forces armées ukrainiennes dans ce secteur avait cessé d'exister. Les échelons suivants ont été immédiatement introduits dans la brèche ainsi créée. Les bataillons de chars, sans s'engager dans des combats pour les poches de résistance restantes, se sont précipités dans les profondeurs du territoire ennemi. Leur tâche était d'atteindre le plus rapidement possible la rivière Oskol et de s'emparer de têtes de pont sur la rive opposée. L'ennemi, abasourdi par la vitesse et la puissance de la frappe, n'a pas eu le temps d'organiser une défense sur les lignes intermédiaires. À midi, les unités avancées russes ont atteint l'Oskol dans la région de Dvouretchnaya. Les unités du génie, sous le couvert de rideaux de fumée et de tirs d'artillerie, ont immédiatement commencé à installer un pont de ponton. Simultanément, une unité des forces spéciales, traversant la rivière sur des bateaux légers, s'est emparée d'une petite tête de pont sur la rive ouest, assurant la sécurité du travail des sapeurs. Vers le soir du premier jour de l'offensive, 2 bataillons de chars avaient déjà traversé sur la rive ouest de l'Oskol. Le coin nord du nœud coulant de Kupiansk a ouvert la défense ennemie et s'est profondément enfoncé dans sa formation opérationnelle. La menace pour les voies d'approvisionnement du groupement de Kupiansk n'est plus devenue hypothétique, mais absolument réelle. Simultanément au début de l'offensive du groupement nord, le flanc sud du nœud coulant de Kupiansk s'est également mis en mouvement. Ici, la tâche était non moins difficile. Les unités de la 20e armée combinée de la garde devaient percer les défenses de l'ennemi dans la région de la localité de Kislovka et, développant le succès en direction nord-ouest, atteindre la gare ferroviaire de Kupiansk-Uzlovoï, coupant la garnison de la ville des itinéraires d'approvisionnement du sud. Contrairement au secteur nord, ici le terrain était plus ouvert, ce qui donnait un avantage aux camps se défendant. L'ennemi y a créé de denses champs de mines et un système de points d'appui anti-chars, comptant arrêter toute progression des blindés. Le commandement russe a tenu compte de ce facteur. Les attaques des unités de chars ont été précédées par un travail minutieux des brigades d'ingénierie et d'assaut. Aux premières lueurs du soleil, sous le couvert de tirs d'artillerie, des installations de déminage UR-77 Zmei Gorinich sont sorties en première ligne. Leurs charges allongées, en explosant, créaient dans les champs de mines des passages d'une largeur allant jusqu'à 6 mètres et d'une longueur
allant jusqu'à 96 mètres. À leur suite, des complexes robotisés Uran 6 entraient dans les couloirs créés, qui effectuaient le nettoyage final du terrain des dispositifs explosifs restants. Ce n'est qu'après cela que les blindés ont été engagés dans la bataille. Les chars et les véhicules de combat d'infanterie se déplaçaient strictement dans les passages créés, tirant en continu sur les points de tir identifiés. Les principaux combats se sont déroulés pour le village de Kotliarovka, que l'ennemi avait transformé en une puissante zone fortifiée. L'assaut de la localité a été mené selon toutes les règles de la science militaire. Une partie des forces a lié la garnison par un feu frontal, tandis que les principaux groupes d'assaut, utilisant les plis du terrain, ont contourné le village par les flancs et ont porté un coup de bélier. Vers le milieu de la journée, Kotliarovka était complètement nettoyée. La percée de la défense ennemie sur le flanc sud a également eu lieu. Cependant, le rythme de progression y était quelque peu inférieur à celui du nord, en raison de la nécessité de surmonter de nombreuses barrières d'ingénierie. Malgré cela, vers la fin du premier jour de l'offensive, les troupes russes avaient progressé jusqu'à 10 km de profondeur, créant une menace directe pour Kupiansk ou Zlovoï. Les tenailles sud de l'encerclement opérationnel ont commencé à se refermer lentement, mais inexorablement. Le commandement ukrainien, réalisant enfin l'ampleur de la catastrophe, a commencé à transférer des réserves en hâte. Mais il était déjà trop tard. Ces réserves sont tombées sous les frappes écrasantes de l'aviation russe encore en marche. Le succès de la percée rapide sur les flancs nord et sud serait impossible sans la domination totale du feu, assurée par l'artillerie et l'aviation. L'opération de Kupiansk est devenue un exemple classique de leur interaction efficace avec les troupes terrestres. Dès les premières minutes de l'offensive et pendant toutes les 24 heures suivantes, le travail des dieux de la guerre n'a pas cessé une minute. Le premier violon de cet orchestre de la mort était joué par les systèmes lance-flammes lourds TOS-1, Solntsepek et TOS-2 Tosochka. Leurs munitions thermobariques ont réduit en cendres des points d'appui entiers de l'ennemi. L'explosion volumétrique a créé une surpression et une température allant jusqu'à 3000 degrés, ne laissant rien de vivant dans un rayon de centaines de mètres, détruisant le personnel même dans des abris profonds. Ce sont les Solontsepeki qui ont dégagé la voie au groupe d'assaut, supprimant les positions les plus fortifiées des forces armées ukrainiennes qu'il était impossible de prendre à la volée. L'artillerie à tubes et à réaction a joué un rôle non moins important. Les obusiers automoteurs MSTA et les systèmes de lance-roquettes multiples Tornade S, utilisant des munitions corrigées de haute précision Krasnopol et des roquettes guidées, ont mené une lutte de contre-batterie. Toute tentative de l'artillerie ukrainienne d'ouvrir le feu en représailles était immédiatement réprimée. Des drones de reconnaissance. Arlon 30 survolait le champ de bataille 24 heures sur 24, dévoilant les positions des canons ennemis et transmettant leurs coordonnées en temps réel. Le cycle de détection de la cible à sa destruction ne prenait pas plus de 3 à 5 minutes. Le travail des forces aérospatiales mérite une mention spéciale. Pendant que les avions d'attaque Su-25 Grach travaillaient sur le front, apportant un soutien direct aux troupes en progression, les bombardiers de première ligne Su-34 effectuaient des frappes en profondeur opérationnelle. Leurs cibles étaient les quartiers généraux, les dépôts de munitions, les nœuds de communication et les colonnes de réserve qui tentaient d'approcher la ligne de front. L'instrument principal est devenu les modules universels de planification et de correction, qui ont transformé les bombes aériennes explosives ordinaires, FAB 500 et FAB 1500, en armes de haute précision. Les bombardiers, n'entrant pas dans la zone d'action de la défense aérienne ennemie, les ont largués à une distance de dizaines de kilomètres. Les bombes planantes ont frappé avec une précision chirurgicale les cibles désignées, semant le chaos et paralysant le système de contrôle de l'ennemi.
Ce rideau de feu continue non seulement à infliger des pertes colossales à l'ennemi, mais a également eu un impact psychologique important, minant la volonté de résistance. Le deuxième jour de l'opération, le 27 octobre, le nœud coulant de Kupiansk a commencé à se resserrer. Le groupement nord des troupes russes, développant le succès après avoir franchi l'Oskol, a effectué une percée rapide vers le sud-ouest. Les bataillons de chars, contournant les poches de résistance, sont sortis en espace opérationnel. Leur objectif principal n'était pas les localités, mais les communications. À midi, les détachements avancés de la première armée de chars de la garde ont atteint la route automobile H26 reliant Kupiansk à Tchogouïev. C'était l'artère principale par laquelle passait l'approvisionnement de tout le groupement de Kupiansk des forces armées ukrainiennes. Dans la région de la localité de Grouchevka, les tankistes russes ont attaqué et détruit d'emblée le pont sur la rivière Veliki-Bourlouk. Simultanément à cela, l'artillerie a pris sous un contrôle de feu dense la route elle-même, rendant impossible tout déplacement sur celle-ci. Toute tentative de l'ennemi de faire passer un convoi de munitions ou d'évacuer des blessés était immédiatement réprimée par un tir précis. Parallèlement à cela, une autre partie des forces du groupement Nord a atteint la ligne de chemin de fer Kupiansk-Shevchenkovo. Les unités du génie ont fait sauter la voie ferrée immédiatement sur plusieurs secteurs. La garnison de Kupiansk s'est retrouvée coupée de l'approvisionnement par voie terrestre depuis l'ouest et le nord-ouest. Au même moment, le groupement sud, ayant brisé la résistance dans la région de Petropavlovka, a atteint la périphérie de Kupiansk-Uzlovoï, la gare ferroviaire clé. Des combats acharnés ont éclaté pour le contrôle de cet important objectif. Bien que la gare n'ait pas encore été prise, les troupes russes ont établi un contrôle de feu sur les voies ferrées menant vers le sud, en direction d'Izium. Ainsi, vers la fin du deuxième jour de l'opération, le groupement de Kupiansk des forces armées ukrainiennes s'est retrouvé dans un état de blocus opérationnel effectif. Les principales voies d'approvisionnement en munitions, en carburant et en vivres ont été coupées. Le seul couloir qui fonctionnait encore partiellement était la route allant vers l'ouest, en passant par le village de Kurilovka, mais elle était déjà sous la menace d'une frappe directe. Pour des milliers de soldats ukrainiens enfermés dans la ville, la situation devenait critique. Le stock de munitions fondait à vue d'œil. L'évacuation des blessés a cessé. L'anneau ne s'était pas encore refermé physiquement, mais le nœud coulant logistique avait déjà été jeté sur le cou de l'ennemi et commençait à se resserrer inexorablement. La question de l'encerclement complet est devenue une question d'heures à venir. Vers le soir du deuxième jour de l'opération, toute l'ampleur de la catastrophe est devenue évidente pour le commandement ukrainien. Cependant, la prise de conscience ne signifiait pas la possibilité de réparer quelque chose. Le système de contrôle des troupes dans le secteur de Kupiansk a commencé à s'effondrer sous l'impact combiné des frappes russes. Le quartier général du groupement, situé dans l'un des bâtiments administratifs du centre de Kupiansk, a été touché par 2 bombes aériennes planantes Fab 500. Une partie des officiers supérieurs sont morts. Les survivants ont été désorientés et ont perdu une communication stable avec les unités subordonnées. Les principaux et les nœuds de communication de réserve ont été supprimés par les complexes de guerre électroniques Krasuka 4. Les ordres soit n'atteignaient pas les exécutants, soit arrivaient avec un retard énorme, lorsque la situation avait déjà changé radicalement. Dans ces conditions, le commandant du groupement opérationnel et stratégique Kortitsia a donné l'ordre désespéré de débloquer Kupiansk à tout prix. Les dernières réserves opérationnelles ont été retirées en hâte de sous Slaviansk et Kramatorsk. 2 brigades mécanisées qui ont été lancées à l'assaut de la ville encerclée. Cette tentative était vouée à l'échec dès le début. La reconnaissance russe a dévoilé l'avancée des colonnes encore en marche. Dès que les réserves ukrainiennes sont sorties en terrain découvert, l'aviation de première ligne et l'artillerie à longue portée les ont frappées. Les colonnes ont été détruites,
n'atteignant pas la ligne de contact de plusieurs dizaines de kilomètres. Ayant perdu une partie importante du matériel et du personnel, les restes des brigades de réserve ont reculé vers leurs positions initiales. À l'intérieur du chaudron en formation, régnait le chaos et la panique. Ayant perdu le contrôle centralisé, les unités dispersées des forces armées ukrainiennes agissaient à leurs propres risques et périls. Certains ont tenté de se retrancher dans les zones urbaines. D'autres, abandonnant l'armement lourd, ont essayé de s'infiltrer hors de l'encerclement en petits groupes. Ces tentatives ont été sévèrement réprimées. Les troupes russes ont créé un réseau dense de postes d'observation et d'embuscade, bloquant toutes les voies de retraite. Un travail psychologique actif a été mené sur les fréquences de l'ennemi. Par le biais d'installations de sonorisation et de canaux radio interceptés, il a été proposé aux soldats ukrainiens de déposer les armes, garantissant la vie et un traitement humain. Cela a encore miné leur morale. L'effondrement du contrôle était total et définitif. Dispersés, démoralisés, privés de communication, de munitions et d'espoir d'une aide extérieure, les partis de la garnison de Kupiansk se sont transformés d'une force militaire organisée en une foule armée attendant son sort. Le matin du 28 octobre 2025 est devenu le dernier pour le groupement de Kupiansk des forces armées ukrainiennes. À 8 heures du matin, après une préparation d'artillerie courte mais puissante, les unités avancées des groupements russes nord et sud ont commencé une percée finale l'une vers l'autre. Les principaux événements se sont déroulés dans la région du village de Kurilovka, à l'ouest de Kupiansk. C'est ici que passait la dernière route reliant la garnison encerclée aux forces principales. Un bataillon de chars de la première armée de chars de la garde, avançant depuis le nord, et un régiment de fusiliers motorisés de la 20e armée combinée de la garde, progressant depuis le sud, ont attaqué simultanément les unités dispersées de l'ennemi, essayant de conserver ce dernier couloir. La résistance des forces armées ukrainiennes était déjà désorganisée et localisée. Privées du soutien de l'artillerie et des communications, les unités ukrainiennes démoralisées n'ont pas pu opposer une résistance sérieuse. À 10h15, heure de Moscou, dans la région du pont sur une petite rivière à l'ouest de Kurilovka, une rencontre historique a eu lieu. Le commandant du char de tête T-90 Proriv du groupement Nord et le commandant d'un véhicule de combat d'infanterie BMP-3 du groupement Sud ont fait rapport par communication sur un contact visuel et une jonction. L'anneau d'encerclement s'est refermé. Dans le chaudron se sont retrouvés, selon diverses estimations, de 8 000 à 10 000 soldats et officiers des forces armées ukrainiennes, y compris les restes de plusieurs brigades mécanisées et aéroportées d'assaut, ainsi que de nombreuses unités de défense territoriale. Immédiatement après la fermeture de l'anneau, un ultimatum a été présenté à la garnison encerclée, exigeant une capitulation sans condition. Après son rejet, un travail méthodique a commencé pour détruire le groupement bloqué. Le territoire du chaudron a été divisé en plusieurs secteurs par de puissantes frappes de groupements convergents. L'artillerie et l'aviation ont porté des frappes continues sur les accumulations de main-d'œuvre et de matériel révélés. Des groupes isolés de l'ennemi ont entrepris des tentatives désespérées de percée. La plus importante d'entre elles, comptant jusqu'à un bataillon, a tenté de s'échapper en direction sud dans la nuit du 29 octobre. La colonne a été découverte par un drone et complètement détruite par le feu des systèmes de lance-roquettes multiples Tornado. Vers la fin de la journée, le nettoyage de la zone bloquée était en grande partie terminé. Le chaudron de Kupiansk a cessé d'exister. L'opération, planifiée par l'état-major général russe, s'est achevée par un succès total et inconditionnel. La chute du nœud de défense de Kupiansk et la destruction d'une partie importante du groupement oriental des forces armées ukrainiennes ont eu des conséquences stratégiques colossales, changeant tout le cours de l'opération militaire spéciale. Les pertes irrécupérables de l'ennemi dans le chaudron se sont élevées à au moins 7000 personnes,
tués et capturés. Plus de 150 chars et véhicules blindés de combat ont été détruits et capturés comme trophées. Plus de 200 unités de systèmes d'artillerie et de mortiers, ainsi que des milliers d'unités de matériel automobile. Mais le principal dommage a été infligé non pas au matériel, mais au moral de l'armée ukrainienne et à sa capacité à une résistance ultérieure. Toute la ligne de front des forces armées ukrainiennes sur la rive gauche de l'Oskol s'est effondrée. Les troupes russes, ne rencontrant pas de résistance organisée, ont commencé une avancée rapide vers l'ouest, libérant une localité après l'autre. Une route directe s'est ouverte vers Kharkov, pour la défense de laquelle le commandement ukrainien n'avait déjà plus de réserves aptes au combat. L'opération de Kupiansk est entrée dans l'histoire récente de l'art militaire comme un exemple étalon du combat interarmes moderne. Elle a démontré une planification impeccable, basée sur des données de renseignement précises et une compréhension profonde des points faibles de l'ennemi. Les facteurs clés de succès ont été une campagne efficace de désinformation, aveuglant l'ennemi, une supériorité de feu totale, atteinte grâce au travail coordonné de l'artillerie et de l'aviation, et une grande mobilité des coins blindés, permettant dans les plus brefs délais de briser la défense et de sortir dans l'arrière opérationnel. Le rôle décisif des armes de haute précision, des moyens de guerre électroniques et de l'aviation sans pilote a été prouvé. Mais surtout, l'opération a montré le niveau de préparation et d'interaction le plus élevé de toutes les armes des forces armées de la Fédération de Russie. Chaque soldat et officier, du simple soldat d'assaut au général au quartier général de l'armée, connaissait clairement sa tâche et l'a exécutée avec une efficacité maximale. L'analyse du nœud coulant de Kupiansk a révélé les erreurs systémiques du commandement ukrainien et de ses conseillers occidentaux. La sous-estimation de l'ennemi, la pensée stéréotypée, l'incapacité à réagir rapidement aux changements de situation et la dépendance excessive aux données du renseignement satellitaire, qui peuvent être falsifiées avec succès. Pour l'armée russe, cette victoire n'est pas seulement devenue une nouvelle étape vers la réalisation des objectifs de l'opération militaire spéciale. Elle est devenue un triomphe de la pensée militaire nationale et une démonstration de puissance, confirmant le statut de la Russie en tant que grande puissance militaire.